Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à vous sur la plateforme Act & Match. Mon nom est Marine Giraud, je suis la gérante de cette plateforme qui est dédiée à l'organisation de webinaires sur les sujets d'innovation. Donc aujourd'hui, justement, on va aborder un sujet d'innovation dans une thématique bien spécifique qui est celle de l'achat de prestations intellectuelles, puisque c'est bien différent de l'achat de matériel ou d'autres achats de production. On a vraiment des spécificités très particulières et qui ont aussi des évolutions fortes, notamment avec les possibilités qui sont offertes par le digital. Donc, pour en débattre, nous accueillons aujourd'hui deux intervenants qui sont experts de ces sujets. Michel Moulinet, qui est directeur général de la société Winbids. Bonjour Michel. Bonjour. Alors, je vous rassure, ils sont là, on n'a pas encore activé la caméra, mais ils sont à côté de nous. Donc, la société Winbids, qui est une solution digitale de sourcing de consultants en innovation. Et Michel a travaillé pendant une vingtaine d'années dans un cabinet conseil en innovation, donc a eu l'occasion d'être sélectionné de nombreuses fois par des acheteurs. Et donc, l'idée était, dans le démarrage de cette société, de pallier au déficit de collaboration entre justement les acheteurs et les prestataires en innovation. Et puis, nous avons également le plaisir d'accueillir Jacques Fayet, qui est Bonjour Jacques. Donc, Jacques qui est consultant formateur en achat, membre du comité de direction du Conseil national des acheteurs en Auvergne-Rhône-Alpes. Et Jacques a effectué également une longue carrière dans la fonction achat avec des postes de directeur d'achat. Et donc, une grosse expérience de comment on fait pour acheter des prestations intellectuelles. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir débattre sur la demi-heure qui vient de comment faire pour acheter une prestation intellectuelle en 2019. Alors, avant simplement de laisser la parole à nos intervenants, je voulais simplement vous dire que vous pouvez solliciter l'outil du chat. On vous encourage à nous poser le maximum de questions au fil de l'eau. Elles seront probablement traitées surtout en fin d'intervention. Donc, vous avez ce bouton avec donc deux lignes horizontales dans une bulle, c'est l'outil conversation. Vous cliquez sur cet outil et vous pouvez accéder au chat qui sera donc notre outil de communication avec vous. Et je laisse la parole à Michel. Ah, très bien. Je vais me décaler un petit peu. Voilà, parce que je suis un petit peu coupé. Bonjour à tous. Donc, merci Marine pour cette introduction. Pour démarrer donc notre webinaire sur comment acheter une prestation intellectuelle en 2019, en premier lieu, je voudrais revenir sur les principaux enjeux auxquels finalement sont confrontés les acheteurs lorsqu'ils sont dans cette logique d'achat de prestations intellectuelles. Ces enjeux sont au nombre de 3. Tout d'abord, on a un véritable enjeu qui est un enjeu financier, puisque lorsqu'on fait appel à un prestataire, notamment sur de la prestation intellectuelle, les montants qui sont consacrés sur ce type d'achat sont souvent conséquents et les budgets gérés par les entreprises sont forcément en proportion également, et on voit qu'au cours des dernières années, ils ont été en croissance. Deuxième enjeu très important également, c'est que l'achat de prestations intellectuelles fait souvent appel à des projets clés ou adresse des projets clés de l'entreprise et donc ont un impact stratégique dans le cadre de la stratégie de la croissance et du développement de l'entreprise. Et puis un troisième enjeu qui est un enjeu opérationnel. Quand on intervient en tant que prestataire et en tant que prestataire de conseil, on va très souvent être amené à avoir des interventions ou des préconisations qui vont avoir un impact fort sur l'organisation et donc indirectement pouvoir modifier, réorganiser des départements comme le département R&D ou le département informatique. Alors, face à ces enjeux, aujourd'hui, on est en 2019, il y a toujours un certain nombre de difficultés liées à l'achat de prestations intellectuelles. En premier lieu, je voudrais citer les habitudes des équipes. On va se retrouver, quand on achète une prestation intellectuelle, dans une logique où les équipes peuvent prescrire certains cabinets, certains consultants. Or, il y a toujours une difficulté dans cette logique de prescription, c'est qu'on n'a jamais la garantie que l'intervenant sera à la hauteur des attentes initialement définies. Donc, difficulté première, c'est comment gérer ou optimiser cette logique de prescription, sachant qu'on recherche bien évidemment le meilleur prestataire et le meilleur consultant. Alors, pour trouver ce meilleur prestataire et ce meilleur consultant, seconde difficulté, il est encore aujourd'hui difficile de pouvoir sourcer de manière exhaustive l'écosystème et identifier ce prestataire qui est recherché. On veut rester dans une logique qualité-coût-délai. Reste après comment procéder pour avoir ou être en mesure de sourcer de manière la plus exhaustive possible
les différents prestataires qu'on veut solliciter. Je citerai également 3 autres difficultés. Une difficulté qui est sur laquelle on peut avoir des problématiques, c'est la relation qui peut être parfois conflictuelle entre l'acheteur et les équipes opérationnelles. Et puis 2 difficultés liées à la conduite même de la mission. Sachant qu'une mission de prestation intellectuelle fait appel à des personnes qui vont intervenir au sein de l'entreprise, et donc il est essentiel de pouvoir gérer au mieux les risques juridiques et de pouvoir protéger ses droits. Donc, très important, comment, au moment de la sélection, optimiser la protection des droits. Et puis, au moment de la réalisation de la mission, pouvoir suivre la qualité de la prestation qui est menée, sachant que l'objectif est de juger de la qualité et de la performance de l'intervention du cabinet et du consultant dans la mission. Alors, donc, pour revenir sur le sujet de la prestation intellectuelle, et pour être clair sur finalement les domaines dont on parle et que l'on adresse, on va être sur tout un ensemble de problématiques et de services qui sont gérés directement par les achats. Donc tout ce qui va être lié au conseil en développement, en informatique, en système d'information, le conseil juridique, l'ingénierie, également tout ce qui est conseil en recherche et développement et en innovation ou en ressources humaines. Donc l'ensemble de ces prestations intellectuelles sont gérées par les achats, et on a également dans les prestations intellectuelles la dimension stratégie et organisation qui, elle, très généralement, va être gérée directement par la direction générale. Alors nous avons mené, donc côté Winbids, nous avons mené en 2018 une enquête sur les interactions entre d'un côté les entreprises et de l'autre côté les cabinets de conseil pour identifier aujourd'hui quels étaient finalement les modèles d'achat qui étaient pratiqués, quelles étaient les bonnes pratiques, quels étaient les critères que les acheteurs prenaient en considération, et encore des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer aujourd'hui. Donc cette enquête nous a permis de récolter un peu plus de 700 réponses de dirigeants, membres de comités exécutifs, que ce soit directement la direction générale ou des fonctions de direction achat, R&D, marketing, RH, au sein de tout type d'entreprise, je dirais, puisqu'on avait à la fois des PME, des ETI, des grands groupes, et couvrant un ensemble de secteurs d'activité allant de l'automobile, l'aéronautique, au BTP. Alors, cette enquête nous fait ressortir un certain nombre d'éléments intéressants. En premier lieu, on voit que certains secteurs d'activité sont plus fortement consommateurs de conseils et de prestations intellectuelles. Donc, je citerai la distribution, tous les acteurs œuvrant autour des TIC, donc des technologies de l'information et de la communication, le secteur de l'énergie et de l'environnement et le secteur de la banque et de l'assurance. On voit que ces secteurs d'activité sont des secteurs qui sont aujourd'hui dans de la transformation et donc indirectement sont à la recherche de compétences qu'ils n'ont pas forcément en interne et qu'ils vont aller chercher à l'extérieur pour justement se réorganiser, rester compétitifs au regard de toutes les évolutions que l'on connaît aujourd'hui. Alors, ces domaines d'activité, du coup, quel type de prestations ils achètent? Ils vont acheter en premier lieu et sans surprise des prestations d'informatique, mais on va retrouver aussi à un niveau à peu près équivalent de l'achat de prestations dans le domaine juridique, dans tout ce qui touche à l'ingénierie, aux ressources humaines ou à la R&D et à l'innovation. Et c'est vrai que l'objectif pour l'entreprise, c'est d'être en mesure toujours de sécuriser au maximum son développement, de se protéger, d'où des dépenses importantes sur les aspects juridiques, d'innover et donc de rechercher des consultants dans le secteur de l'innovation pour les aider sur les aspects de stratégie, pour les aider sur leur financement. Et puis, bien évidemment, le conseil RH qui est lié à toutes les équipes et au développement des compétences des collaborateurs et au recrutement. Alors, l'enquête nous permet également de faire ressortir 3 critères aujourd'hui sur lesquels il est vraiment important de se concentrer pour les acheteurs. Quand ils décident de sélectionner une prestation de conseil, aujourd'hui, le critère premier sur lequel ils vont converger, c'est
de pouvoir sélectionner un prestataire sur la base de son expertise, de sa formation et de son expérience. En second lieu, ils vont donner de l'importance à la méthodologie qui est choisie. Et puis en troisième, le prix. Alors, je ferai je prends un petit exemple de mon expérience où on avait par le passé répondu à un appel d'offres auquel au final, on n'avait pas été retenu parce qu'on avait été jugé trop cher par le donneur d'ordre. Et il faut savoir que ce donneur d'ordre est revenu un peu plus d'1 an et demi après nous voir pour qu'on reconduise la mission équivalente, sachant qu'il avait sélectionné au préalable son premier prestataire sur la base du prix et qu'il était revenu en se rendant compte que la qualité du service ou de la prestation qui avait été réalisée n'avait pas été à la hauteur, puisqu'on était dans une mission où il cherchait des financements. Le prestataire avait fait la mission telle qu'elle avait été définie, mais le résultat était justement un échec dans la mesure où le financement n'avait pas été obtenu. Et donc, il était revenu nous voir et était prêt à payer un prix plus élevé, mais pour avoir un niveau de compétence à la hauteur de ses attentes. Enfin, pour terminer sur l'enquête, les entreprises nous ont fait remonter 3 difficultés. Donc, une première difficulté qui est qu'aujourd'hui, quand on va sélectionner un cabinet de conseil, très souvent, il est encore impossible en amont pour l'entreprise de pouvoir décider, de pouvoir choisir le consultant. Elles se font imposer le consultant et c'est vrai que c'est une vraie problématique de ne pas être en mesure aujourd'hui, avant de démarrer la mission, d'avoir des échanges et de pouvoir présélectionner, identifier avec qui il est possible de travailler. En deuxième lieu, et on revient sur ce que j'évoquais au démarrage du webinaire, cette logique de pouvoir identifier le meilleur expert. Et donc, l'approche de sourcing est forcément très importante, mais il n'existe pas suffisamment de solutions aujourd'hui qui permettent de réaliser ce type de sourcing. Et puis enfin, les délais qui sont toujours jugés, des délais d'appel d'offres, de procédures d'appel d'offres qui sont toujours jugés trop longs au regard des acheteurs. Alors, je vais me tourner vers Jacques pour savoir, Jacques, est-ce que vous partagez un petit peu ces retours de l'enquête que l'on a pu mener? Oui, alors Michel, je partage totalement ces retours d'enquête et c'est ce que j'ai mis dans cette slide. En fait, la question, c'est ai-je le meilleur expert au regard de mon activité, au regard de ma recherche? C'est vraiment la question fondamentale. Qu'est-ce qui va me permettre de valider, je dis bien, le consultant, l'expert et non pas le cabinet en tant que tel? C'est vraiment qui sera le meilleur d'entre tous les consultants qui va vraiment m'apporter la solution pour la problématique que j'ai à résoudre, en tout cas l'action que je vais mettre en œuvre. Alors j'ai différents, avant de rentrer dans le détail de ces quelques mauvaises pratiques, je voudrais vous citer quelques exemples que j'ai vécus il y a quelques années dans des grands groupes industriels, puisque j'ai fait mon parcours essentiellement dans l'industrie, dans la métallurgie, effectivement, mais en tant que responsable achat, j'avais à gérer aussi, bien sûr, des achats de prestations intellectuelles, en l'occurrence des achats de lean manufacturing, qui requiert quand même des compétences techniques à ce niveau-là, des actions aussi de comment identifier, comment aller chercher des formateurs, d'ailleurs même dans le domaine des achats, des problématiques de formation technique, de formation commerciale, des problématiques aussi de, comment dirais-je, être accompagné au niveau du travail temporaire. Donc on a besoin forcément à ce niveau-là de benchmarking, on a besoin d'éléments de comparaison et finalement, pardon, si on n'est pas accompagné correctement, eh bien, on va se retrouver face à des mauvaises pratiques, à des écueils qui vont entraîner des écueils. Alors, la première des choses, c'est avoir constitué un cahier des charges. Pour être clair, un acheteur ne veut pas travailler sans cahier des charges. Alors le cahier des charges, comment ça se passe? Eh bien, dans l'action de lean manufacturing, par exemple, je suis allé chercher de l'information, bien sûr rédiger le cahier des charges, aider dans ce sens-là par le responsable de fabrication du site où j'étais, qui m'a donné effectivement des objectifs précis et puis surtout des besoins. En fait, la question fondamentale, c'est il y a un utilisateur, il a des besoins.
Donc, c'est effectivement aller chercher ces besoins et puis les faire exprimer d'une manière compréhensible par tout un chacun et surtout pouvoir transmettre ce cahier des charges qui bien souvent est technique. Alors, technique dans les approches industrielles, mais aussi technique dans les objectifs à tenir, les résultats à atteindre. Voilà, donc cahier des charges, ça me semble vraiment le b.a.-ba, le basique de ce type d'action. Et puis après, on se trouve aussi confronté au fait que par connaissance de la direction générale, de connaissance, si on n'a pas de personnes ou de consultants ou de cabinets de consultants vers lesquels se tourner, on va peut-être être confronté au fait que la direction va nous dire, voilà, utilisez ce cabinet, utilisez ce consultant parce que je le connais, parce qu'on me l'a recommandé. Mais recommandations, c'est bien, mais là aussi, il y a des gros écueils et finalement, on se rend compte que c'est sûrement pas la bonne solution. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au bout du compte, eh bien, on se trouve confronté par manque de références clients, par manque de benchmarking, on se retrouve confronté au fait que l'acheteur, il va devenir en quelque sorte un cost killer. Parce qu'il peut avoir un budget, ok, il va d'abord laisser venir le consultant faire son offre, sa proposition, qui sera d'un certain niveau, probablement au-delà du budget, mais l'acheteur a un budget. Donc voilà, monsieur le consultant, monsieur l'expert, alignez-vous sur budget. Donc pour moi, c'est jouer finalement du cost killing. En fait, il faut vraiment aller un peu plus dans le détail et avoir des éléments de benchmarking pour faire ou obtenir une offre qui soit en adéquation avec les besoins des utilisateurs de telle ou telle prestation. C'est ça qui est important. Sinon, on joue le cost killer qui va aller chercher des gains, mais qui ne sont pas forcément argumentés. Donc, c'est dommage. Et là, pour moi, ce n'est pas de l'achat. Alors, à ce niveau-là, les conséquences, elles vont être aussi diverses et multiples. Dans le pire des cas, ça va être l'échec de la mission, avec non pas un gain, mais voire une perte financière, parce que finalement, on avait un objectif de réalisation à 6 mois, et puis non, on se retrouve à 7, 8, 9 mois, et puis je peux vous garantir que le consultant va forcément se faire fort de vous dire, voilà, il y a 1 mois, il y a 2 mois de plus, facturation, on y va. Donc là, ça va pas le faire, comme on dit. Donc, échec de la mission, décrédibilisation de l'acheteur, même les deux parties, finalement, l'acheteur et son homologue, le consultant externe, ils vont se trouver mal à l'aise, ils vont perdre de leur aura, entre guillemets, auprès de leurs propres organisations. Bon, alors vous me direz, c'est un détail, mais quand même, l'une des plus fortes conséquences, c'est que effectivement, votre entreprise risque de perdre si elle n'est pas capable, dans une action, je pense en particulier au lean manufacturing, qui est quand même quelque chose, c'est du savoir-faire, c'est de la matière grise qu'on va chercher à l'extérieur. Si on n'est pas capable, dans une action de lean manufacturing, de mettre en place des process industriels pour gagner en compétitivité industrielle et commerciale, on n'est pas bon et on perd. Et c'est un échec. Alors, Michel, donc, quel est par rapport à mon retour d'expérience, quelle est votre position? Comment vous voyez ça? Alors, sur les critères d'évaluation, ce sera là ça juste après. Moi, ce qui est important, c'est que en premier lieu, quand on va sélectionner un consultant, après. Non, mais c'est ça, pardon. Oui, alors effectivement, j'ai un peu anticipé la question que je devais poser à Michel. Un petit problème technique au niveau du suite de notre enchaînement de slides, puisque je souhaite continuer avec les critères d'évaluation, puisque effectivement, on a parlé donc des contraintes et des risques et des écueils. Alors en fait, au niveau des critères d'évaluation, on peut considérer qu'il y a 2 types de critères d'évaluation avant la prestation. Effectivement, avec le prix. Et alors là, je fais référence à un sondage qui a été fait auprès d'acheteurs dans ce domaine, et 30 à 40% des acheteurs donc sondés à ce niveau-là considèrent que le prix avant la prestation est un élément important à regarder avec un œil attentif. Ensuite, bien sûr, il y a la réponse technique du fournisseur. Quel est le savoir-faire? Quelle est la compétence que va pouvoir apporter le cabinet de consulting à la demande qui lui est faite? Ses engagements en termes de taux de service, c'est-à-dire au niveau du délai, au niveau de sa réactivité, et puis on peut effectivement anticiper aussi un système de bonus-malus par rapport à des résultats atteints ou non atteints.
Et puis, bien sûr, les retours avant la prestation, je précise bien, c'est avant la prestation, les retours des clients internes et le profil des consultants qui, sur ces 3 derniers points, représentent pour les acheteurs, représentent pour environ 60-70% des acheteurs des critères d'évaluation importants. Alors, si on fait un focus maintenant sur la partie critères d'évaluation après la prestation, l'atteinte des objectifs, les résultats, sont vraiment déterminants pour, on va dire, évaluer la prestation. On va parler finalement aussi de KPI, d'indicateurs de performance qui sont utilisés par les acheteurs. On a le respect aussi des délais donc, et du planning, la réactivité, la flexibilité par rapport du consultant à pouvoir mettre en œuvre donc à la fois des actions, on va dire, adaptées aux besoins, mais surtout de réagir à des situations qui peuvent varier pendant la période de consulting. Et enfin, on va parler aussi de qualité délivrable et qualité de service. Donc là, ce sont en termes de qualité délivrable, parce que si effectivement le fournisseur doit vous remettre un document, un mode opératoire, ou en tout cas une conclusion avec des actions à mettre en œuvre dans les semaines qui suivent son intervention, ou même pendant son intervention, on a besoin de documents qui soient clairement rédigés, avec des plans d'action précis, avec un rétro-planning. Enfin, voilà, finalement, la qualité délivrable, bien, ok, parfait, mais ça n'est peut-être pas que ça n'est qu'une partie de l'action de consulting. Le livrable, bien, effectivement, et après, qu'est-ce que l'on fait pour mettre en œuvre aussi ces différentes actions, si tant est qu'il y ait un suivi dans le temps? Je me permets de reposer la question à mon collègue Michel, à savoir aujourd'hui, Michel, que pensez-vous de cette situation? Comment ça se passe aussi comment vous percevez cette situation? Oui, alors donc là je vais faire appel à mes 20 années d'expérience dans le conseil pour vous faire un retour sur aujourd'hui des tendances qui sont on va dire en train d'arriver et que j'ai pratiqué également. C'est que je vais revenir sur la première partie au moment de la sélection d'un consultant. Il est de plus en plus demandé aujourd'hui des références. On veut s'assurer de la qualité de la mission qui va être réalisée et on veut idéalement aussi s'assurer que le consultant a déjà fait ce type de mission avant de le sélectionner. C'est un peu le Graal, on veut que la personne ait déjà fait la mission. Donc, on va nous demander de plus en plus aujourd'hui des références, des témoignages clients, et ça peut aller aussi jusqu'à donner des coordonnées de ces clients-là pour que le donneur d'ordre puisse le contacter et directement échanger avec lui et s'assurer que la mission qu'il souhaite réaliser a déjà été réalisée pour tout ou partie chez d'autres clients. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, très important également et qui est un gage du succès de la mission, c'est la relation qui va être établie entre le consultant et le donneur d'ordre. Et c'est vrai qu'au moment de la sélection d'un cabinet, il arrive très souvent que la sélection se fait, on sélectionne le cabinet, mais on n'a pas eu l'occasion d'échanger avec les équipes opérationnelles avant de sélectionner le cabinet. Or, un des gages du succès d'une mission, c'est la relation que vous allez établir avec ces consultants. Donc, à ce niveau-là, il est également important de pouvoir demander ou de pouvoir avoir accès à ces consultants-là pour les sélectionner. Enfin, dernier point, et non des moindres, c'est de pouvoir motiver un consultant. Et pour cela, la motivation d'un consultant, c'est de lui laisser sous-entendre qu'il puisse réaliser qu'au travers de la première mission qu'il va réaliser pour vous, il y a potentiellement d'autres opportunités, d'autres missions, d'autres recommandations que vous pourriez faire pour lui. Bref, des éléments qui lui vont quelque part indirectement aussi, qui vont pouvoir influer sur la façon dont il va procéder. Alors, dans ce contexte-là, aujourd'hui, on a un certain nombre d'outils digitaux qui arrivent et c'est vrai que ces outils, et on se pose la question, et Jacques, je vais me tourner vers vous, dans quelle mesure, pour vous, aujourd'hui, ces outils vont influer ou vont changer le comportement des acheteurs? Alors, il est clair, Michel, que la digitalisation, on en entend parler de tous les côtés, que ce soit dans la fonction achat ou dans d'autres fonctions.
Au cours de ces 20-30 dernières années, j'ai vu effectivement le process se mettre en place. Ces dernières années sont très riches en événements et surtout alors événements concernant cette digitalisation et puis aussi comment dirais-je, création de logiciels, création d'applications, pardon, de digitalisation des achats. Le 14 juin dernier, par exemple, sur Lyon, il y avait le forum de la digitalisation des achats, organisé en partenariat avec l'association dont je fais partie, le Conseil national des achats. Alors, digitalisation, pourquoi? Parce qu'en fait, je crois qu'il faut, à ce niveau-là, se projeter dans le temps et dans ce que l'on demande aujourd'hui aux acheteurs. On leur demandait, il y a quelques années, d'être hyper bons au niveau compétences techniques, ce qui est toujours le cas, forcément, très bon au niveau de la négociation, mais tout ça, ça prend du temps. Et puis surtout, ce qui prend du temps, c'est d'avoir à réaliser des tâches secondaires. Alors, bien sûr, il y a la passation des commandes, il y a le reporting, il y a ces outils qu'on appelle les tableurs Excel, etc., qui existent déjà depuis pas mal de temps, certes, mais il y a aussi beaucoup d'outils digitalisés qui favorisent le sourcing des acheteurs. Donc, le sourcing, que ce soit, par exemple, le sourcing, bien sûr, de composants industriels, mais aussi le sourcing de prestations intellectuelles. Et là, on est en plein dans le cœur du débat. Comment pouvoir qualifier, à nouveau, des prestataires de services dans tel ou tel domaine de prestations intellectuelles. Et effectivement, l'acheteur a besoin de ces outils. Pourquoi il a besoin de ces outils? Tout simplement pour gagner en temps et en efficacité. Mais pourquoi alors gagner en temps? C'est quoi l'intérêt? Finalement, c'est de pouvoir consacrer son temps à des tâches beaucoup plus, entre guillemets, nobles, mais surtout qui apportent plus de valeur. Parce que je rappelle que l'acheteur, sa mission première, c'est de trouver, bien sûr, des sources d'approvisionnement, que ce soit de la prestation ou du composant, mais c'est aussi d'apporter des ressources financières nouvelles. À ce sujet, justement, je rappelle simplement que la fonction achat, d'une manière générale, reste encore un peu méconnue dans les entreprises et que la fonction achat peut contribuer très facilement, très rapidement à la rentabilité de l'entreprise. Je pense que c'est important de le rappeler. Alors, digitalisation permet aussi donc de décloisonner la fonction en interne, de se rapprocher des fournisseurs, d'avoir une meilleure communication et puis surtout d'être dans une relation plus proche avec effectivement le développement des compétences émotionnelles, c'est-à-dire un acheteur est en contact avec des vendeurs et vous avez à ce niveau-là forcément du relationnel, de l'humain, de la relation. D'où l'idée d'aller un peu plus loin vers la notion de collaboratif, de bien connaître ses fournisseurs, donc de bien, à nouveau je reviens sur la question primordiale, c'est de bien connaître son cabinet de consultants, son expert qui doit vous apporter des solutions en termes de prestations intellectuelles. Alors, dans ce but-là, dans ce cadre-là, comment développer finalement ces compétences? On parle de compétences émotionnelles qui ne sont plus que des compétences techniques. Encore, on pourrait parler de compétences techniques émotionnelles, pourquoi pas? Moi, je l'ai connu, là aussi, enfin, je l'ai connu, je vais être clair, j'ai développé ces compétences parce que j'ai très attiré par la connaissance, bien se connaître pour aller chercher de l'information auprès de ses fournisseurs. J'ai développé, ou en tout cas, je me suis intéressé à ces techniques-là qu'on appelle la PNL, l'analyse transactionnelle, la morphopsychologie. Ça, ce sont des formations que j'ai suivies une journée chaque fois. Il y a maintenant, c'était en 2004, 2003. J'ai persévéré aussi dans la connaissance de la PNL puisque j'ai fait le technicien, le praticien. Mais en tout cas, au bout du compte, c'est quoi? C'est se développer ses compétences personnelles. Pourquoi? Pour aller plus loin, pour aller chercher la relation. Et puis, au bout du compte, j'en reviens encore une nouvelle fois sur la nécessité de bien connaître son fournisseur, de bien connaître son cabinet de consulting, de bien connaître son expert, l'expert qui va répondre à votre besoin, aux besoins de vos utilisateurs. Donc, on cherche du lien, de la connaissance, de la compréhension, de l'échange pour avoir le meilleur expert qui corresponde à votre besoin. Alors, pour conclure, c'est vrai qu'on voit, donc, au travers de, je reviens sur la question qui était comment acheter une prestation intellectuelle en 2019. On a pu parcourir les éléments clés aujourd'hui, les enjeux, les principales difficultés qui sont celles des acheteurs aujourd'hui.
On voit également que la fonction achat, elle est, et Jacques l'a très bien expliqué, elle est dans une logique de prendre de plus en plus d'importance au niveau des entreprises, et son poids est du coup de plus en plus important, avec un poids qui peut également être lié à de la rentabilité de l'entreprise. Donc le métier évolue, et le métier évolue avec deux dimensions qui aujourd'hui continuent d'être prises en compte. La première, c'est la dimension humaine, et donc cette logique d'interagir et de pouvoir plus facilement être en interaction avec le prestataire. Et la deuxième, c'est la dimension digitale qui, au travers de la multitude des outils, permet finalement de faciliter le rôle de l'acheteur et de lui donner, de lui permettre de gagner du temps pour reconcentrer ses actions premières sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, il va pouvoir gagner du temps, notamment dans une logique de sourcing, ou au travers de plateformes ou d'outils qui existent et qui sont sur le marché, vont lui permettre de pouvoir sourcer de manière exhaustive un écosystème, vont lui permettre également de pouvoir suivre et contrôler le processus de sélection d'un prestataire, mais au-delà de la sélection, c'est également de pouvoir fluidifier les échanges, de pouvoir échanger à la fois avec ses collaborateurs en interne, de pouvoir échanger avec ses prestataires en externe, et donc finalement mieux contrôler l'ensemble du cycle de la sélection à la gestion au suivi de la mission avec le prestataire. Donc le digital va être en quelque sorte un moyen de redonner l'intelligence aux acheteurs ou de leur faciliter le travail dans les prochaines années. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci de votre attention. Merci beaucoup à vous deux pour votre présentation qui était très claire, il me semble. Donc, vous avez la possibilité, là je m'adresse aux participants, de poser vos questions dans le chat. On va commencer par prendre des questions qui nous ont été envoyées en amont du webinaire. La première question, plutôt peut-être pour Jacques, doit-on forcément passer par une procédure d'appel d'offres pour sélectionner des prestataires niveau prestations intellectuelles? Alors, je vais être très clair à ce niveau-là, oui. Et je dirais même, il est nécessaire d'aller même un peu plus en amont de l'appel d'offres. À nouveau, on va parler de cahier des charges, parce qu'un acheteur pertinent doit être capable de proposer, de fournir un cahier des charges à son fournisseur, quel qu'il soit, dans un domaine industriel ou de prestation de services ou prestation intellectuelle. Le cahier des charges est déterminant. Je vous dis bien, il est déterminant. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va être le fil conducteur de toute la démarche d'achat. Et au bout du compte, le cahier des charges, c'est pas très compliqué finalement. Il suffit de s'adresser à l'utilisateur. Le besoin initial, d'où vient-il? Il vient d'un utilisateur, quel qu'il soit, que ce soit à nouveau dans une action de lean manufacturing. Il y a des besoins en fabrication pour réorganiser la production. Donc, c'est de la matière grise. Et cette matière grise, il faut aller la chercher pour qu'elle puisse répondre à vos besoins, mais des besoins qui sont du terrain. Et les besoins du terrain, c'est effectivement le chef d'atelier ou le directeur de production qui va pouvoir les exprimer et qui va pouvoir et ces besoins terrain vont être transformés on va dire en propositions, en suggestions grâce à la matière grise, à l'intelligence ou tout au moins à la capacité à traduire ces besoins par des actions de suivi, par des actions de modification. Mais là, je parle du lean manufacturing parce que pour moi, ça a été une expérience importante. Maintenant, sur la formation, c'est pareil. On a besoin d'une formation aux achats, par exemple, ne serait-ce qu'aux achats, une formation en langue, quels sont les besoins des utilisateurs? Et c'est ça la question finalement, parce que en termes de formation, je pense qu'on a tous été confrontés parfois à aujourd'hui je fais de la formation, mais j'ai été aussi formé, et dans les entreprises encore aujourd'hui, je retrouve des personnes que j'accompagne, que je forme, mais qui parfois se disent mais qu'est-ce qu'on fait là? Donc quel est leur besoin à ces personnes? D'où la nécessité de finalement, ça c'est la charge des entreprises, des RH, d'aller bien identifier les besoins des personnes à former. Cahier des charges, oui, sûr et certain, qui doit permettre effectivement de passer par un appel d'offres. Alors, appel d'offres, il y a toutes sortes d'appels d'offres, tout au moins dans la forme, dans la configuration, mais je pense qu'il faut que les choses soient claires, qu'elles soient clairement définies. Ça vous évitera beaucoup d'écueils et d'incidents de parcours pour atteindre sereinement vos objectifs et les résultats que vous attendez. Merci beaucoup. Alors, pour justement rebondir sur cette question de cahier des charges, est-ce que, Michel, tu
peux nous dire si Winbids, c'est quelque chose que vous proposez pour vos clients, de les accompagner sur cette partie cahier des charges? Alors oui, nous, au niveau de Winbids, la solution qu'on propose, on accompagne les acheteurs dans cette logique de préparation du cahier des charges sur leurs besoins en innovation. Donc, on est sur une logique où finalement, il est important, côté conseil, d'être en mesure de pouvoir bien identifier quel est le besoin du collaborateur, le besoin de l'entreprise, et à partir de là, pour le cabinet, de pouvoir adapter son offre au regard du besoin qui a été exprimé. Tout à fait. Et dans ce cadre, justement, sur la partie digitalisation, comment est-ce que vous intervenez ou vous utilisez ces possibilités? C'est le cœur ça va être le cœur de notre solution, puisque notre logique, elle est justement de faciliter pour l'acheteur la possibilité sur un besoin en innovation, donc sur un cahier des charges qui aura été préalablement préparé, ou en tout cas sur des caractéristiques de besoins qui auront été définies, de pouvoir gratuitement, donc le service est gratuit pour l'entreprise, poster son besoin et au travers de la plateforme, de pouvoir directement envoyer ce besoin à des consultants de cabinets de conseil. Donc, on est sur une plateforme qui agrège des cabinets de conseil reconnus en innovation. Donc, votre besoin est directement envoyé aux consultants et aux cabinets qui correspondent le mieux aux caractéristiques de votre besoin. Et ces consultants cabinets ont alors la possibilité d'émettre une manifestation d'intérêt pour votre appel d'offres. Dans ce cadre-là, vous recevez ces manifestations d'intérêt et vous allez pouvoir, côté entreprise, directement sélectionner les consultants qui vous semblent les plus pertinents au regard de votre besoin. Donc, vous créez via la plateforme une shortlist, une présélection de 3 à 5 cabinets consultants avec lesquels vous allez ensuite pouvoir être mis en relation. Merci Michel. Donc, on voit bien que vous allez aller vers le consultant et pas justement vers le cabinet. Tout à fait. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la capacité d'aller choisir le consultant qui répond mieux aux problématiques. Exactement. La logique est celle que vous évoquez, Marine, c'est de pouvoir non plus être limité au cabinet, mais de pouvoir, sourcer de manière exhaustive l'écosystème des cabinets dans un domaine, et donc on démarre par l'innovation, et 2, d'accéder aux consultants et de pouvoir sélectionner les consultants qui sont les plus pertinents au regard des critères que vous avez définis, qui peuvent être des critères liés à l'expertise, à la localisation, à l'expérience, au prix, pour ensuite avancer sur votre procédure. Et pour sélectionner ces consultants, est-ce que vous avez mis en place des algorithmes de recherche, des possibilités de matchmaking en fait pour identifier? C'est le cœur de notre plateforme. On a aujourd'hui un moteur qui justement va croiser l'ensemble des caractéristiques que vous allez définir dans le cadre de votre appel d'offres avec les éléments qui ont été définis sur le profil d'un consultant. Et donc, c'est au regard de la localisation, au regard du prix, au regard des éléments clés qui caractérisent votre mission et de l'expertise du consultant qu'on va pouvoir du coup vous permettre d'accéder à cette liste de consultants qui correspond le mieux à votre besoin. Une fois la liste de consultants établie, est-ce que vous intervenez après sur des phases plus aval? Alors, une fois que vous avez établi votre liste de consultants, vous allez pouvoir poursuivre votre procédure d'appel d'offres. Donc, vous allez recevoir les offres de la part de ces consultants. Vous allez pouvoir ensuite éventuellement les recevoir pour faire un oral et sélectionner au final le consultant. Notre valeur s'arrête, nous, au moment de la présélection, c'est-à-dire qu'au travers de la plateforme, vous allez créer cette shortlist. Par la suite, vous pouvez bien évidemment interagir avec nous, mais le processus suit son cours et à moins que vous ayez des besoins ou des demandes spécifiques pour qu'on continue à échanger avec vous dans le cadre de la sélection finale, vous êtes de nouveau autonome sur la sélection de votre prestataire. Très bien, merci beaucoup. Et donc, si on comprend bien, la première démarche, finalement, c'est de faire une expression d'intérêt sur la plateforme Winbids. C'est ça, exactement. Donc, la première démarche, quand vous avez un besoin de recherche d'un consultant qui peut être sur de la stratégie, qui peut être sur du financement, on va parler de subventions, on peut parler de crédit d'impôt recherche, tout ce qui est lancement de nouveaux produits dans le domaine de l'innovation. Si vous avez des besoins sur ces sujets-là, vous allez pouvoir exprimer votre besoin directement sur notre plateforme et mener de A à Z votre processus pour justement
aller chercher ces consultants et donc gagner pour vous, côté acheteur, du temps dans la logique de sourcing et de sélection. Vous aurez à la fois cette possibilité d'avoir cette exhaustivité, puisqu'on agrège l'ensemble des cabinets de conseil dans le domaine de l'innovation, et d'aller chercher les consultants qui correspondent le mieux à votre besoin. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, j'ai pour le coup mis la slide de contact, puisque pour le coup, il y a aussi l'URL de la plateforme Winbits. Oui. On n'a pas d'autres questions dans le chat, donc je vous propose qu'on clôture le webinaire. Jacques, vous nous aviez parlé en off d'un forum collaboratif. Est-ce que vous voulez en dire quelques mots? Oui, tout à fait. Je vous remercie, Marine, de rappeler ce point-là. Effectivement, dans le cadre donc, du Conseil national des achats, il va y avoir un événement d'importance nationale qui aura lieu sur Lyon le 11 décembre prochain, qui s'appelle donc le Forum du collaboratif, organisé en collaboration entre donc, le Conseil national des achats et PIC TESAM, qui est une organisation régionale, mais qui a aussi on va dire, des retombées nationales. Ce sera une journée d'échange, bien sûr, entre acheteurs, mais pas que, autour de des relations clients-fournisseurs. Donc, une journée d'échange le 11 décembre dans le cadre du forum du collaboratif. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ces compléments d'infos. Donc, pour nos participants, vous avez les contacts de Michel et de Jacques. N'hésitez pas à revenir vers eux. Et puis, sachez que ce webinaire a été enregistré et sera disponible aussi en replay. Vous aurez l'URL. De toute façon, ce sera sur le site Actenmatch. Donc, vous pourrez le revoir si vous le souhaitez ou le transmettre si vous avez des personnes en interne qui sont intéressées par ce sujet. Voilà, un grand merci à tous, aux participants et aux intervenants. Et belle fin de journée à vous. Merci, au revoir. Au revoir.